Et je passe la parole à Richard de Sèze pour cette vidéo. Merci beaucoup, Liselotte. Et bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Nous allons rentrer en contact avec Ludovic Gréling, journaliste et auteur du Monde qu'ils veulent, qui a l'immense avantage de savoir généralement ce dont il parle et surtout d'être capable de nous renseigner sur les minerais ukrainiens. Tout le monde en parle. Donald Trump les guigne, Zelensky veut les vendre, Poutine voulait les rafler. Voilà. Donc aujourd'hui, bonjour Ludovic, nous allons parler donc de minerais ukrainiens. Quand on parle de minerais ukrainiens, de quels minerais exactement parle-t-on ? Oui, bonjour. Écoutez, c'est un sujet intéressant pour deux raisons. D'abord, effectivement, en tant que tel, l'Ukraine est bien connue pour avoir un certain nombre de minerais qu'on utilise dans la vie de tous les jours, hein. Pour faire de la radio, là, on utilise par exemple du cuivre. Notre message est transporté par des câbles de cuivre. Et historiquement, l'Ukraine a pas mal de fer déjà, par exemple. Beaucoup de fer, c'est pas un matériau rare sur Terre, un élément rare, mais ils ont du fer et ils savent aussi le travailler. En tout cas, ils savaient le travailler dans des usines pour faire des alliages spéciaux, etc. Et en fait, l'Ukraine est un pays qui, géologiquement, possède une zone, notamment une vieille zone de très vieilles roches, qu'on appelle précambrienne. C'était avant l'explosion de la vie, donc c'est plus lointain que 500 ou 600 millions d'années, c'est très vieux. Et cette zone s'étend à peu près du nord-ouest au sud-est, à travers toute l'Ukraine centrale. Et elle possède effectivement des gisements d'intérêt. C'est pas la seule en Ukraine, mais des gisements d'intérêt comme par exemple le titane. Le titane qui est un métal qui permet pareil de faire des alliages un peu spéciaux. Le tantal, l'Ukraine est considérée comme ayant le potentiel le plus élevé en Europe. Bon, l'Ukraine, à la base, c'est un grand pays quand même aussi, hein, donc c'est normal aussi. On pense qu'ils ont pas mal de lithium, donc le lithium qui sert à faire des batteries électriques, du manganèse, du zirconium, du gallium. C'est un important producteur de gallium. C'est un métal qui permet c'est un très bon conducteur d'électrons. Donc ils ont tout un type effectivement de minerais, d'éléments qui sont utiles à l'industrie. Et ils ont aussi des éléments non métalliques très importants comme le graphite. On estime qu'en 2019, c'était le 7e producteur mondial de graphite. Alors, juste simplement 2% de la production mondiale, mais le graphite, c'est un matériau très particulier qui pourrait être d'ailleurs particulièrement utile à l'industrie de défense française. Et donc, effectivement, l'Ukraine a un potentiel minéralogique important à travers notamment cette zone, là, ce qu'on appelle le bouclier ukrainien en géologie, mais qu'importe. Et du coup, ils ont aussi par ailleurs des hydrocarbures, du gaz, des choses comme ça. Bon, c'est moins intéressant. Ils ont un potentiel beaucoup plus important que la Russie, par exemple. Et ce n'est pas ça que vise Trump. Trump, c'est plus effectivement, comme vous le citiez, le tantal, le titanium, le gallium, et donc tous ces minerais qui ne sont pas systématiquement des terres rares, mais qui sont en fait une richesse minéralogique incroyable. J'avais lu que 5% des ressources minières mondiales étaient concentrées en Ukraine, donc c'est énorme. Alors c'est des moyennes un peu particulières, parce que par exemple, on estime qu'il possède 20% des ressources mondiales estimées à date, hein, de graphite. Et à côté de ça, on sera plus sur du 1 ou 2% ou 3% pour d'autres types de métaux. Pour le manganèse, par exemple, le manganèse c'est intéressant pour éviter que l'oxygène et le soufre ne s'associent au fer quand on fabrique des aciers. Donc on en met un peu pour éviter que l'acier, enfin que la matière, que ce qu'on construit, ce qu'on fabrique ne soit atteint à terme. Ils ont par exemple 3 milliards de tonnes estimées, c'est beaucoup. Le minerai de fer, beaucoup, 28 milliards de tonnes estimées. Mais d'autres, ça va être moins. Donc si on fait une espèce de moyenne, effectivement, on lit ça, c'est vrai. Et par ailleurs, ils ont aussi quelque chose de beaucoup plus... Parce que tous ces métaux sont pas forcément rares ou peu présents sur Terre. Il y en a qui sont très abondants sur Terre. Ils avaient aussi quand même une capacité à les transformer, parce qu'il y a la matière première d'un côté, mais après faut le raffiner, faut le purifier souvent. C'est pas évident d'aller chercher les éléments dans la roche, dans les minerais, et de les extraire, de les isoler.
Et enfin, ils ont un potentiel en terres rares, surtout. Alors, les terres rares, là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué parfois, on en trouve moins facilement. Il y a des gisements, elles sont pas si rares que ça, mais l'idée, c'est d'avoir des gisements qui sont concentrés pour que ce soit économiquement utilisable, exploitable. Et il y a a priori, donc des concentrations économiques de terres rares qui ont été trouvées à l'intérieur de cette terre géologique dont je parlais. Ce sont des gîtes plutôt complexes, hein, c'est un mélange de terres rares, de métaux rares. Souvent, les terres rares, c'est pas simple à exploiter parce que ils peuvent être euh, contenus dans des gangs radioactifs un petit peu. Les roches qui les contiennent sont relativement radioactives. Au passage, vous savez que l'Ukraine en 2019 était le 8e producteur d'uranium aussi. Voilà. Voilà, mais ces terres rares, pour le coup, sont très importantes parce qu'on les utilise de manière grandissante. On les utilisait quasiment pas dans les années 70. Et aujourd'hui, que ce soit pour faire de l'optique, des lasers de haute précision, que ce soit pour vraiment tout un tas pour ajouter un petit peu de terres rares, vous rajoutez de les terres rares dans les éoliennes et ça permet aux aimants de gagner en efficacité considérablement. On estime qu'il peut y avoir jusqu'à 1 tonne de terres rares dans une grande éolienne offshore. Il y a des terres rares dans les voitures, notamment les voitures électriques, mais pas que. Il y en a même dans notre téléphone portable. Vous savez, quand on passe son doigt sur l'écran et qu'on peut, en fait, des écrans tactiles, on les a fait uniquement grâce en mettant un tout petit peu d'un certain type de terre rare. Donc, parce que tous ces métaux ont des propriétés très différentes. Et donc, effectivement, on se retrouve avec quand même un pays relativement riche sur le plan métallogénique. Alors, c'est un pays riche, mais vous l'avez dit tout à l'heure, en utilisant l'expression gisement d'intérêt, il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire on a une cartographie minéralogique de l'Ukraine qui se complète peu à peu et qui est assez détaillée. Il y a une industrie métallurgique et minéralogique en Ukraine, mais il y a aussi beaucoup de ces gisements qui en fait ne sont pas exploités. On se doute qu'il y a quelque chose de très intéressant, mais on n'y est pas encore. Et est-ce que le temps d'exploitation est considérable? Est-ce que la mise en exploitation d'un gisement d'intérêt, c'est quoi, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Alors déjà, vous avez raison, il est important de savoir que certains éléments, ils en produisaient déjà. Ils en produisaient et même non seulement ils les extrayaient, mais ils les raffinaient. Donc il y avait une chaîne assez importante qui était relativement développée, qui avait déjà été développée durant l'URSS. Hein. C'est-à-dire qu'une bonne partie de ce dont on parle là, le potentiel, etc., était identifié déjà à l'époque soviétique et doit être réactualisé. Donc, par exemple, tout ce qui est à base de titane, minerai de titane, comme le rutile, l'ilménite, tout ça, c'est des choses. Donc ça permet de résister à la corrosion chimique, à la chaleur notamment. Donc tout ça, c'est des choses qu'ils produisent et qu'ils produisaient. Le graphite, pareil. L'uranium, pareil. Il y en a d'autres encore, on en parlait. Le fer, évidemment. Il y en a d'autres, effectivement. C'est un potentiel identifié, comme par exemple les terres rares ou le lithium. Ils n'ont pas de production de terres rares connues ou pas de production de lithium à l'heure actuelle. Et effectivement, découvrir un gisement, l'identifier, l'explorer, savoir quelle est sa géométrie, ensuite quelles sont les teneurs dans la roche, et ensuite réussir, savoir si on peut retirer, extraire, isoler l'élément pour en faire quelque chose d'utile pour nos industries, notre vie de tous les jours. Ça, effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous avez raison, ça peut prendre beaucoup de temps. En plus de ça, bon, en France, mais aussi ailleurs, il y a quand même des enquêtes environnementales, etc. C'est normal. Et donc ça peut prendre. On estime que pour ouvrir, par exemple, une mine de cuivre, aujourd'hui, il faut une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années de cuivre. Hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors souvent, on extrait en fait plusieurs métaux en même temps. Hein. Il y a des concentrations complexes dans la roche, et donc il n'y a pas un seul métal qui est contenu. Il y a souvent des sous-produits. Mais tout ça prend du temps. Ça, c'est clair qu'il ne va pas y avoir une mine de terres rares dans 2 ans en Ukraine. Ça paraît totalement improbable. Néanmoins, si vous voulez, ça prend du temps, y compris pour la Chine. Donc, ceux qui souhaitent voir s'il y a des gisements, bah, ils s'y mettent dès maintenant. C'est tout à fait logique. Il faut bien commencer à un moment. Alors, il y a ce temps de développement d'une industrie, ou plutôt de redéveloppement d'une industrie minière, minéralogique, métallurgique. Est-ce que dans ce conflit russo-ukrainien,
les capacités industrielles de l'Ukraine ont été atteintes? Est-ce qu'on a besoin de reconstruire des usines ou est-ce que c'est pour le moment un outil industriel qui continue à marcher ou un outil industriel qui a été mis en sommeil? Alors bon, il faut bien comprendre qu'on est effectivement loin d'avoir toutes les informations. Au passage, on peut ajouter aussi que la question de la ressource en Ukraine, les Ukrainiens ont tout intérêt à dire qu'ils ont énormément de ressources. Et de fait, encore une fois, il y avait de réelles études qui ont été faites pendant des décennies, y compris déjà à l'époque soviétique. Mais la question de leur exploitabilité, quand même, elle est encore un petit peu en suspens. Il y aura des choses intéressantes. Il y avait déjà des choses intéressantes. Je ne crois pas que je peux montrer la carte, mais il y avait des mines existantes en Ukraine, ça c'est certain. Une partie, encore une fois, il y avait des usines aussi existantes. Alors on dit souvent, il y a une époque, je ne sais pas pourquoi on disait que tout était dans le Donbass. Dans le Donbass, il y avait une production importante, effectivement, d'acier, de tout ce qui est à base de fer et d'alliage. Donc on rajoute les éléments dont je parlais tout à l'heure, du manganèse, etc. Et une partie a été détruite. Rappelez-vous qu'à Mariupol, il y avait une guerre terrible à Mariupol, une bataille terrible. Il y avait cette immense usine qui était quasiment une ville dans la ville, qui était effectivement une espèce d'aciérie géante. Néanmoins, il y a des ressources et des usines ailleurs, y compris au centre de l'Ukraine, vers Dnipropetrovsk par exemple. J'avais fait un voyage il y a une douzaine d'années en Ukraine et j'avais pu m'arrêter à Dnipropetrovsk. Et ça, c'est entre Kiev et la Crimée à peu près. C'est pas du tout dans une zone de combat. Il y en a même à l'ouest, tout à l'ouest de l'Ukraine. Il y a des gisements d'intérêt. Et il y a aussi, donc, effectivement, il y avait une structure de transformation de ces minéraux. Voilà, on n'a pas toutes les informations disponibles. C'est un État enfin, il y a une guerre là-bas. Oui, pareil. Donc, voilà, vous vous doutez bien que beaucoup de choses sont aussi, beaucoup d'informations sont retenues, c'est normal. Donc la question, effectivement, c'est une très bonne question, parce que les minerais, c'est une chose. Néanmoins, ces minerais, on peut les transformer ailleurs. On peut les transformer ailleurs. C'est l'un des problèmes, par exemple, avec le graphite ou les terres rares, c'est que 70% jusqu'à 90% pour certains métaux, certains de ces minerais, sont transformés en Chine, qui les revend volontiers, mais qui a déjà mis en place parfois des restrictions à l'export. Donc ça, c'est un gros problème. Et le graphite, qui est un matériau très particulier, très intéressant. Alors, ça ressemble un petit peu à du charbon. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut avoir un peu. On a des traces noires sur le doigt. Le graphite intéresse la France notamment parce que il permet il est très utilisé par exemple dans l'aéronautique. Et en termes de criticité, on le juge assez critique en matière d'approvisionnement, parce qu'encore une fois, une bonne partie est extraite ailleurs, hors d'Europe, et transformée hors d'Europe aussi, notamment en Chine. Et ce graphite-là, voilà, l'Ukraine pourrait avoir 20% des ressources mondiales estimées. Donc là, il y a des choses à faire. Encore une fois, il peut être extrait en Ukraine, éventuellement transformé ailleurs. Je veux dire, Oui. il y a une logistique pour cela. Alors, et c'est exactement les choses qui sont encore imprécises, en tout cas dans ce qui nous est donné à nous publics. On sait que Trump veut un accord, on sait que Zelensky a expliqué qu'il ne s'agissait pas de donner un blanc-seing aux États-Unis, mais qu'il voulait construire une entreprise américano-ukrainienne qui exploiterait en fait les terres. Trump, évidemment, n'a aucune intention que les minerais soient raffinés en Chine pour être expédiés aux États-Unis. On a plutôt l'impression qu'il est en train de mettre en place des structures d'extraction avec ensuite une industrie de transformation aux États-Unis. Mais en même temps, Stéphane Séjourné, dans le cadre de l'Union européenne, ou Sébastien Lecornu en France, expliquent que l'Union européenne et la France discutent eux aussi depuis plusieurs mois avec l'Ukraine pour avoir accès à ces minerais, accès à ces richesses. Autrement dit, c'est comme si l'Ukraine avait
mis en balance, non pas seulement avec les exigences de Trump, mais bien avant qu'elles ne s'expriment, le fait que le soutien à l'Ukraine pouvait passer aussi par une co-exploitation des ressources ukrainiennes. Vous avez raison. On a donc effectivement ces informations selon lesquelles la France se discuterait depuis plusieurs mois, en tout cas depuis un mois de manière visiblement un peu plus sérieuse, un peu plus opérationnelle. On a aussi cette information de l'agence de presse, la principale agence de presse tchèque, selon laquelle l'Angleterre aurait passé une espèce d'accord discret, si ce n'est secret, avec l'Ukraine pour exploiter leurs ressources. Alors c'est vrai que les Anglais sont présents, la Grande-Bretagne est présente en Ukraine et incite l'Ukraine à la guerre depuis très longtemps. Et ils sont présents sur place, ils étaient présents sur place avant que la France ne le soit. Et puis on a les États-Unis évidemment avec cet accord quand même assez récent, assez flou, sur lequel que ne voulait pas immédiatement signer le président Zelensky et sur lequel finalement il revient. Mais on est dans cet univers extrêmement flou d'une guerre ou d'une fin de guerre. Enfin, on verra ce que voudra faire l'Union européenne visiblement. Ils cherchent plutôt. On a vu hier soir avec Emmanuel Macron à attiser un petit peu les tensions. Donc chacun y va un peu chacun y va de son côté. Et l'Ukraine fait de ces minerais-là effectivement une source de négociation aussi. C'est pour ça que aussi les teneurs et les indications, tout ce qui a été donné sur les richesses ukrainiennes doivent être quand même vérifiées sur place. Parce qu'à un moment, on pourra pas. Voilà, ils annoncent qu'ils ont 20 000 gisements, des occurrences avec des gisements économiquement exploitables, notamment de terres rares, etc. Ça, faudra vérifier sur place et ça prendra du temps, comme vous le disiez. Je reviens juste sur ce que vous venez de dire, Ludovic Gréline. Et effectivement, l'Ukraine a en fait quasiment comme un dossier de presse où elle présente, si j'ose dire, l'ensemble de la palette minéralogique ukrainienne comme un dossier de vente, un argument de négociation, en expliquant tous les métaux dont il dispose. Il y a une centaine de métaux et de minerais différents en Ukraine. Et donc l'Ukraine est en train d'expliquer que voilà, les accords diplomatiques peuvent se faire sur cette base aussi d'une coexploitation industrielle avec les États-Unis, mais en fait avec qui n'en veut. Oui, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut un dossier de presse parce que ça reste assez discret et c'est vraiment entre puissance et entre États. Non, c'est parce qu'il y a eu des travaux aussi communs entre l'Ukraine, dont certains géologues ont été accueillis en France au début de la guerre, voilà, et la France. Et on peut pas dire qu'ils en font un dossier de presse non plus. Non, oui, le terme dossier de presse est un peu abusif, mais ce que je veux dire, voilà, il y a une présentation officielle du potentiel minéralogique ukrainien qui est faite par le gouvernement ukrainien. Voilà, tout à fait. Mais néanmoins, géologiquement, il y a une logique à ça. Il y a, en termes de métallogénie, oui, l'Ukraine peut être considérée comme potentiellement riche en métaux. Mais effectivement, la question de leur exploitabilité, c'est encore autre chose. Néanmoins, encore une fois, ils étaient des producteurs importants d'uranium, de fer, de titane déjà avant la guerre. Alors, l'industrie métallurgique, pour répondre à une question précédente, on pense que la production a chuté de 50% quand même depuis le début de la guerre. Voilà, ça donne une idée un peu de la chose. Mais l'industrie sidérurgique ukrainienne était importante quand même. Néanmoins, l'acier, c'est une chose, encore une fois, les terres rares et les métaux très particuliers, comme aussi le lithium ou des minerais comme le graphite, donc à haute valeur ajoutée, c'en est une autre. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et effectivement, plusieurs pays sont dans la course et l'Ukraine a tout intérêt a priori, à accueillir ces pays-là aussi. C'est d'ailleurs une très forte garantie de sécurité. Si jamais des entreprises européennes ou américaines sont sur place également pour co-exploiter ces minerais-là. Voilà où nous en sommes en ce moment. Quand vous parlez de garantie de sécurité, ça renvoie effectivement au fait que si jamais Donald Trump ou n'importe quel autre gouvernement investit sur place des milliards de dollars ou d'euros
pour construire des infrastructures, il n'a aucun intérêt à ce que ces infrastructures soient en perpétuel danger à cause d'une volonté d'expansion russe. Donc autrement dit, le fait qu'une industrie se développe sur place est d'une certaine manière la meilleure des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ah bah, ça, c'est ce que aussi faisaient, effectivement, mettaient en avant les Américains, et c'est certain que ce serait une forte garantie de sécurité. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est évident que on voit mal une guerre avec des entreprises qui exploitent. Mais bon, c'est pour ça que tout ça pourra se faire sans doute plus facilement si une paix est signée aussi. Hein. On n'y est pas encore. Parce que les usines qui seraient situées au centre ou à l'ouest de l'Ukraine peuvent être frappées aussi. Encore une fois, ils ont des ressources au centre et à l'ouest de l'Ukraine. Bon, merci beaucoup Ludovic Grelling, c'était absolument passionnant. On comprend mieux pourquoi est-ce que c'est un enjeu, on comprend mieux comment l'Ukraine en a fait aussi un enjeu. Bientôt, vous reviendrez sur Radio Courtoisie pour parler, sinon de minerais ukrainiens, pour parler d'espace, puisque là aussi, il y a une guerre en cours. Merci beaucoup Ludovic Grelling. Merci.